Bienvenue dans le débat consacré à la guerre en Ukraine. Après le déblocage de l'aide américaine, près de 61 milliards de dollars d'aide militaire livrée à Kiev, votée samedi à la Chambre des représentants. Après des mois de blocage, le Sénat doit encore adopter le projet qui sera ensuite approuvé par Joe Biden. Un soulagement pour Kiev en manque de munitions notamment. Malgré cette aide, le chef du renseignement militaire ukrainien prévient que la situation va empirer autour de la mi-mai et début juin. Ça sera une période difficile, a-t-il affirmé. La Russie revendique quant à elle ce lundi la prise d'un village situé au sud-ouest de la ville de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis à Luxembourg, où ils discutent du renforcement des défenses aériennes de l'Ukraine. Alors on va revenir bien sûr sur cette aide américaine à l'Ukraine. À quoi va-t-elle servir sur le terrain? Peut-elle changer le cours de la guerre en Ukraine? Est-ce un tournant? Que vont faire les Européens à l'issue du sommet des ministres des Affaires étrangères à Luxembourg? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Sylvie Bermann. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame l'ambassadeur, ancienne ambassadeur, vous préférez ce terme, celui d'ambassadrice, ambassadeur de France en Russie, auteur de Madame l'ambassadeur, justement, de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, et c'est aux éditions Talendier. Bienvenue à vous. En face de vous, nous avons le général Vincent Desportes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, général de division de l'armée française, ancien directeur de l'école de guerre. Bienvenue à vous également. Nous avons Nicolas Tenzer ce soir. Bonsoir. Enseignant à Sciences Po, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Olivier Weber est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Écrivain, grand reporter, auteur de l'esprit de résistance, et c'est aux éditions de l'Aube. Bienvenue Olivier. Avant notre discussion, je vous propose un résumé en images des réactions en Ukraine après justement ces déblocages de l'aide américaine, avec Elliot Samuel. Des tirs d'artillerie qui s'enchaînent près de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Mais ces soldats ukrainiens le savent, il manque de munitions pour réellement mettre à mal l'armée russe. Les difficultés sont nombreuses également en ce qui concerne la lutte anti-aérienne. Alors l'annonce d'une aide américaine de 61 milliards de dollars, votée samedi à la Chambre des représentants, est accueillie ici avec un grand soulagement. C'est une bonne nouvelle. Il y aura des armes, des munitions, des obus. Nous souffrons actuellement d'une pénurie catastrophique d'obus. Le texte prévoit notamment 14 milliards de dollars pour former, équiper et payer l'armée ukrainienne. Une aide précieuse alors que les difficultés s'enchaînent pour ces soldats. Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, est visée presque quotidiennement ces dernières semaines. Inclus également dans l'aide américaine, 10 milliards de dollars pour l'assistance économique vers les secteurs de l'énergie et des infrastructures. De quoi soulager également alors que le système électrique est sous tension face aux frappes russes. Le plan d'aide prévu par Washington doit encore passer au Sénat avant d'être signé par le président américain Joe Biden. Volodymyr Zelensky, lui, l'assure, il n'y a pas de temps à perdre. Il est très important pour nous que le Sénat prenne rapidement une décision en faveur du plan d'aide. Nous avons besoin qu'il soit approuvé dès que possible et que ce plan contienne ce que nos soldats au front attendent. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, il faudra attendre plusieurs semaines avant que cette aide ne se fasse réellement ressentir sur le terrain. Joe Biden qui affirme à l'instant promettre à Zelensky d'envoyer rapidement de nouvelles aides militaires importantes. Ça, c'est la Maison-Blanche. Olivier Weber, puisque vous revenez, vous étiez en Ukraine encore très récemment, est-ce qu'on peut dire que c'est un soulagement pour les Ukrainiens? Oui, c'est un grand soulagement pour les Ukrainiens parce qu'évidemment, ils étaient à bout de force, en fait, militairement, puis aussi un peu psychiquement. L'état du moral de l'arrière n'était pas très reluisant, parce que justement, il y avait cette attente. Et puis, il y a aussi cette perspective d'une élection de Donald Trump qui fait très peur aux Ukrainiens. On se bat actuellement 1 contre 5, 1 contre 7, 1 contre 10 entre les Ukrainiens et les Russes sur différentes zones du front de Donbass, donc à l'est de l'Ukraine. Et donc, cette aide est extrêmement importante. Et en même temps, il y a encore des craintes pour les semaines qui viennent. Il y a Boudanov, qui est le chef du renseignement militaire ukrainien, le GUR, l'équivalent du GRU des Russes, qui a dit encore ce matin, mais il faut s'attendre à une période très difficile, dans un horizon de mi-mai à mi-juin, le temps évidemment que l'aide militaire américaine arrive, même s'il n'a pas dit ainsi. Donc c'est une aide qui permet en tout cas
à l'Ukraine de ne pas perdre, et deuxièmement, pour l'instant, mais on sait très bien du côté ukrainien qu'il y a, comment dirais-je, un peu une incertitude pour l'année 2024 et tout peut jouer encore dans les mois qui viennent. Général Desportes, c'est vrai que cette aide ne va pas arriver tout de suite. Il y a des semaines où, justement, ça peut être des semaines décisives pour les Russes, qui peuvent peut-être attaquer à ce moment-là. Mais pour revenir, on va d'abord regarder justement cette aide. C'est 61 milliards de dollars. Quelle est-elle? D'abord, il y a une partie pour l'achat d'armes, un peu plus de 13 milliards. Une partie pour la reconstitution de stocks de l'armée américaine, ça c'est 13,4 milliards. Il y a également une partie de soutien des alliés américains dans la région à hauteur de 11 milliards. Et puis l'achat de systèmes de défense américains pour l'Ukraine à hauteur de 13,8 milliards de dollars. Qu'est-ce qui est de plus important? De quoi parle-t-on en fait? Alors, c'est important que vous précisiez ces chiffres parce qu'on parle de 61 milliards, mais concrètement, ce qui va arriver sur le terrain, ça n'est pas 61 milliards, c'est 14 milliards, ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme, et évidemment. Mais ça n'est pas suffisant pour représenter un tournant de la guerre. En aucun cas. En revanche, ça peut être un piège. Ça peut être un piège pour les Européens qui peuvent penser que l'Amérique est de retour et que finalement eux-mêmes peuvent cesser les efforts qu'ils entreprennent depuis longtemps. Or, ces 14 milliards sont au mieux capables, et souhaitons qu'ils le soient, capables d'aider les Ukrainiens à tenir la ligne de front jusqu'à la fin de la période qui permet aux Russes éventuellement de passer. Ça ne fera pas plus que ça. C'est-à-dire plusieurs mois, c'est l'année 2024, grosso modo? Alors, c'est l'année 2024, j'espère effectivement. Alors, c'est pour ça qu'il a été dit tout à fait justement que les Russes vont chercher à tirer parti de la fenêtre d'opportunité qui existe encore avant l'arrivée de ces armes sur le terrain. Elles arriveront et là, ce sera plus difficile. Pour l'instant, ces armes vont permettre de tenir, de sécuriser et puis j'espère qu'elles seront prises en compte par les Ukrainiens. Par les Européens? Non, oui, alors pas les Européens pour ne pas arrêter. Il faut continuer à européaniser la défense de l'Ukraine. On va y revenir justement sur l'Europe. D'abord, et avant de revenir justement sur cette aide, on va revenir sur l'aspect politique de cette aide américaine, puisque justement, on se souvient que Mike Johnson, qui est le speaker républicain de la Chambre des représentants, a finalement affirmé ce week-end qu'il ne voulait pas se trouver du mauvais côté de l'histoire. On va l'écouter. Je l'ai dit très simplement et je le répète. C'est un vieil adage militaire, mais nous préférons renvoyer des balles plutôt que d'envoyer nos propres hommes et nos troupes. Et je pense que c'est un moment important, une occasion importante de prendre cette décision. Nous avons permis à la Chambre de le faire et je pense que le Sénat prendra la même décision. Sylvie Bermann, on se souvient qu'il a résisté pendant tous ces mois, Mike Johnson, sous la pression de Donald Trump. Finalement, il a accepté de le faire. On parle d'un moment Churchill. Il a choisi le moment Churchill plutôt qu'un moment Chamberlain. Oui, tout à fait. Effectivement, de toute façon, le blocage venait de Donald Trump. À partir du moment où Donald Trump a laissé faire. Parce que c'est qu'il a laissé faire, en fait. Moi, je pense qu'il a laissé faire. Et il a même dit qu'il fallait le faire. Et je pense que la raison, c'est que si Donald Trump veut jouer un rôle, s'il est élu, ce qu'il a en tête, une négociation en 24 heures, il faut évidemment que l'Ukraine ne s'effondre pas avant. Or, le discours qui était tenu aussi bien par le chef de la CIA que par Volodymyr Zelensky, c'est on risque de perdre. Donc je pense que c'est la raison. Et en ce qui concerne Mike Johnson lui-même, parce qu'il y avait déjà eu des contacts avec lui, il n'était pas complètement fermé. C'était quand même opposé. Bien sûr, mais sous pression de la tendance MAGA, qui est celle de Make America Great Again de Trump. Et Zelensky a envoyé dans la délégation auprès de Mike Johnson un évangélique, sachant que Mike Johnson lui-même était évangélique et que c'est important pour lui, et en particulier un évangélique ukrainien dont la fille était morte. Donc je pense que ça a joué également dans sa prise de position. Mais sans Donald Trump, sans son aval, rien n'était possible. Nicolas Tenzer, est-ce qu'on assiste à un tournant ou est-ce que vous dites, comme le général Desportes, que ça n'est pas tout à fait un tournant, cette aide? Ce n'est absolument pas un tournant. Certains ont dit oui, c'est un tournant historique, c'est un événement historique. Non, pas du tout. Je veux dire, la réalité, c'est que ça va permettre effectivement dans les quelques mois, vraisemblablement à l'Ukraine de résister. Ça va permettre, surtout si on a aussi des systèmes de défense antimissiles européens qui vont venir, de protéger des vies humaines. On sait très bien que si d'ailleurs cet accord était intervenu plus tôt, ce sont des milliers de vies
d'abord de civils, mais aussi de soldats ukrainiens qui auraient été sauvés. Mais cela ne va pas permettre plusieurs choses. D'abord, sur la durée, c'est insuffisant. C'est-à-dire, ça permet au mieux de tenir jusqu'à la fin de l'année, ou peut-être même l'automne, peut-être même pas tout à fait la fin de l'année. Donc c'est quand même pas grand-chose. Il va falloir aller plus loin. Il faudra certainement des dizaines de milliards en plus. Et que surtout, ça ne va pas permettre une reconquête possible ou une contre-offensive nouvelle. Ça, on le sait très bien. Et aujourd'hui, vous avez quand même énormément de limitations qui subsistent, notamment du côté des Américains, avec cette interdiction de frapper, que je trouve invraisemblable, avec des armes américaines sur le territoire russe. Parce qu'ils ne veulent pas être co-belligérants, c'est ça. Voilà, oui, alors, ce qui ne veut rien dire en droit. Hein. La co-belligérance, c'est un concept juridique qui n'existe pas. Je veux dire, enfin, c'est pas un concept juridique. Mais effectivement, les Américains, y compris un certain nombre de conseillers du président Biden, comme Jake Sullivan ou son adjoint Jonathan Feiner, continuent d'acheter, si je peux dire, un certain nombre de récits russes sur justement le risque d'escalade, la guerre nucléaire, les lignes rouges, etc. Ce dont justement quelqu'un comme Emmanuel Macron, par exemple, a voulu, à mon avis, a raison, s'affranchir. Olivier Weber, est-ce que l'Ukraine est aujourd'hui, on parlait justement de ce délai avant que l'aide n'arrive sur le terrain, est-ce qu'elle est dans une course contre la montre aujourd'hui justement? Oui, je crois. Donc, pour revenir aux déclarations de différents responsables ukrainiens, oui, il y a quand même urgence. On sait très bien aussi qu'il y a une lassitude, compassion fatigue, comme on dit, c'est-à-dire la fatigue de l'arrière. Cette fatigue, aussi. Vous la sentez du côté des Ukrainiens? On la sent avec les combattants, puis surtout avec les civils. Il y a une étude de l'Institut de sociologie de Kiev qui dit que 78%, tenez-vous bien, de toutes les familles ukrainiennes, donc sur les 38 millions d'habitants qui restent, ont un membre de la famille ou un proche qui a été tué ou grièvement blessé. C'est quand même pas rien. Donc le meilleur ami de la famille ou le cousin, etc. Et donc il y a quand même une lassitude. J'étais surpris lors de la dernière visite que j'ai faite dans différentes villes, dont Kharkiv d'ailleurs, Odessa et Kiev, de voir le nombre de jeunes amputés. Ils ont 20 ans, 21, 22 ans. Ils sont souvent amputés à l'aine, etc. Quelquefois doublement amputés, un bras, une jambe, etc. Et ça marque vraiment la population. Et j'ai senti quand même un peu moins d'engouement, je passais mon terme, moins d'adéquation à la guerre. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec le vote au Congrès? Tout de suite, Zelensky a dit le lendemain, même le jour même d'ailleurs, je remercie bien sûr les représentants avant le vote du Sénat, dont on est pratiquement assuré, et il a parlé de paix indispensable. Alors, on peut tout mettre dans les conditions d'une paix, mais qu'il le dise à ce moment-là, c'est-à-dire quand même qu'il y a peut-être un jour une réflexion sur la paix qui devrait se dessiner du côté ukrainien. Parce qu'il sent que l'aide américaine, elle se limitera, il y en aura peut-être un peu plus, mais pas suffisamment. Qui sent qu'un jour, il ne pourra pas épuiser totalement la population ukrainienne avec ses problèmes de recrutement. Il y a bien sûr les ressources humaines qui comptent. Alors après, pour finir sur les armes qui sont livrées, moi ce que je vois avant même l'annonce de la livraison, c'est tous ces coups qu'ont pu faire les Ukrainiens ces derniers temps. Jakoï, qui est une base au nord-est de la Crimée, qui est une grande base militaire aérienne donc russe, a été frappée. Vous savez, il y a aussi ce bombardier stratégique Tupolev M22 qui a été descendu par les Ukrainiens. Les Russes disent qu'il y a un problème technique. On l'a vu tomber en flammes. Après, il y a ce pavillon, ce bâtiment assez important de la flotte russe, le Comuna, qui est un gros... Voilà, le Comuna, ça date d'aujourd'hui. Hein. Voilà, absolument. Enfin, ça date de ce week-end, mais c'est confirmé. Et les Ukrainiens qui ont attaqué ce navire, qui est un navire militaire russe en mer Noire. Absolument, avec un missile Neptune ukrainien. Il y a quand même un tiers de la flotte russe qui a été détruite. Et ça veut dire qu'il y a des coups qui portent à l'arrière donc des forces russes. L'avion dont je parlais tout à l'heure, il a été descendu au-dessus de Stavropol. On est à des centaines de kilomètres quand même de la frontière russe, donc russo-ukrainienne. Donc les Ukrainiens vont miser là-dessus aussi pour frapper avec ces nouvelles armes, donc les attaques MS en particulier, donc pour frapper non seulement les dépôts de munitions, les bases, mais aussi un peu le moral des troupes du côté de la Russie. Général Desportes, est-ce que ça peut justement faire basculer tout de même en faveur de l'Ukraine ce qui se passe sur le terrain, peut-être dans un futur, peut-être pas le mois qui vient, mais dans plusieurs mois, parce que là on voit que la Russie a revendiqué aujourd'hui la prise d'un village qui est situé au sud-ouest de la ville de Donetsk, donc elle en profite, en fait, la Russie. Moscou s'est emparé, on va regarder la carte, d'Avdivka, et elle vise maintenant une ville qu'on appelle Chassiv Yar, qui est à 30 km de Kramatorsk, avant le 9 mai. Donc la crainte, c'est quoi? C'est que là, les Russes en profitent parce que justement l'aide américaine n'est pas encore arrivée et qu'on se prépare aussi à une offensive russe importante cet été. Alors, d'abord, il faut bien se rendre compte que toutes les dynamiques sont du côté russe. Dynamiques démographiques, dynamiques dans l'industrie d'armement, dans l'arrivée des armes, dans la préparation des troupes. Donc, pour l'instant, la Russie n'a aucune raison d'arrêter avant que les armes arrivent. Poutine peut encore rêver d'une victoire, voire d'une victoire absolue. Et c'est bien ça qu'il faut changer. Et c'est bien ça que doit changer l'arrivée des armes
américaines et qui n'arriveront pas tout de suite. Les Russes sont dans la marche en avant, ils grignotent. Mais la guerre, vous savez, elle ne se fait pas en grignotant. L'exemple de 40 est quand même bon. Vous savez, nos troupes françaises se sont battues en Belgique, ont très largement résisté aux troupes allemandes, et la percée s'est faite en 2 heures à Sedan. Et ce qu'espère évidemment M. Poutine, c'est qu'à un moment donné, il y a une opportunité, qu'il y ait une percée. On sait qu'il y a à Belgorod, des troupes qui sont en train de se préparer. On disait il y a quelques jours que 120 000 hommes étaient en train de se préparer en Sibérie. C'est-à-dire que pour l'instant, M. Poutine est toujours dans la marche en avant, espère une percée et espère avancer, bien sûr. Chassif Yar, vous connaissez cette localité ? Je suis passé juste à côté au début de la guerre. C'est une petite localité, enfin ça fait quand même 13 000 habitants en temps de paix, là on doit être à peu près à 800, et c'est très important effectivement. Pourquoi ? Parce que juste à l'ouest, vous avez Kramatorsk. Donc il y a eu ce village dont vous parliez tout à l'heure, Novo-Mikhaïlka, qui est tombé. C'est une localité pas très importante, mais évidemment on avance, et puis quand les Ukrainiens reculent, les défenses sont pas énormes, ils n'ont pas le temps de faire des défenses, et face à ce qu'ont pu avancer comme instrument de défensive en fait les Russes, donc c'est assez difficile pour les Ukrainiens de reculer, sachant que voilà, il peut y avoir une percée assez rapide avec effectivement, comme le disait le général, les moyens mis en œuvre et surtout les ressources humaines du côté russe. Et pour finir, c'est ce que me disent les Ukrainiens, c'est que on les voit arriver sur la ligne de front, il y a une première vague, on les descend quand on arrive à les descendre, et automatiquement, quelques minutes après, il y a une deuxième vague. C'est de la chair à canon, c'est du casse-pipe, mais apparemment, évidemment, on n'en fait pas état du côté de la Russie. On va écouter la réaction, enfin plutôt regarder la réaction. C'est un tweet du Premier ministre polonais. On va voir qu'il n'est pas très optimiste juste après le déblocage de cette aide américaine. Merci, mieux vaut tard que trop tard. Sylvie Berman, donc effectivement le Premier ministre polonais pas du tout optimiste. Je crois qu'il n'est pas le seul à ne pas être optimiste. Comme il dit, il vaut mieux tard que trop tard, et en espérant simplement que ce n'est pas trop tard. C'est vrai que l'aide n'a pas été suffisante et elle a été tardive, et les quelques mois de délai pour passer ce texte, évidemment, c'est du temps perdu pour les Ukrainiens, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, en termes de munitions, c'était 1 contre 10, donc c'était intenable pour eux. Leurs villes sont attaquées, ils ne peuvent pas avoir suffisamment de protection aérienne. Et comme l'avait dit d'ailleurs la porte-parole de la Maison-Blanche, elle dit à un moment, vous n'avez pas le moyen de défendre toutes vos villes, donc il va falloir que vous choisissiez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, terrible, ça. Quand la Maison-Blanche dit ça? C'était avant, effectivement, la décision concernant l'aide, parce qu'ils pensaient que ça passerait peut-être jamais. Et c'est le moment où ils ont demandé aux Ukrainiens aussi de changer de stratégie et de passer en défensive, de renoncer à l'idée d'une nouvelle contre-offensive. Donc oui, la situation des Ukrainiens est extrêmement préoccupante pour les raisons qui ont été indiquées et les disparités, sachant qu'en plus, la Russie est en économie de guerre, et véritable économie de guerre. On a dit pendant longtemps qu'elle n'avait plus d'obus, qu'elle ne tiendrait pas. Non seulement elle en fabrique nuit et jour, puisque c'est des usines qui travaillent 24 heures sur 24, mais elle en importe en plus de Corée du Nord et d'Iran. Donc là, et pour le moment, il y a une véritable supériorité russe. Et Nicolas Tenzer, comment vous interprétez-vous ce commentaire de la Maison-Blanche ? Moi, je pense que tout simplement, on a une Maison-Blanche, et je pense que ce commentaire est assez révélateur, qui n'a pas véritablement de stratégie à moyen et long terme. La réalité, c'est que les Américains, ils ne sont pas les seuls, une partie des Européens non plus, ne pensent pas sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas effectivement à définir des objectifs, indépendamment du blocage du Congrès, parce que malgré tout, l'administration Biden aurait pu faire un certain nombre de choses indépendamment du blocage du Congrès. Et l'administration Biden, avant, avait aussi freiné quand même fortement la livraison d'une certaine catégorie d'armes, notamment des missiles à longue portée. Il n'est pas question d'ailleurs que les Américains donnent eux-mêmes des F-16. Ils n'ont pas de stratégie. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Mais ils ont défini une limite, donc c'est ça peut-être leur stratégie. Pardon ? Ils définissent une limite, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie aujourd'hui effectivement, on ne veut pas complètement défaire la Russie. C'est ça, malheureusement, je dirais, ce qui leur tient lieu de stratégie, qui est complètement absurde sur le plan géostratégique,
Parce que ça n'a pas de sens de dire qu'on a un ennemi radical qui veut effectivement défaire non seulement l'Ukraine, mais qui, s'il n'est pas complètement défait, continuera à attaquer l'Europe, attendra 3 ans, etc. Et là, il y a une sorte de peur américaine, notamment de personnes comme Jake Sullivan, Jonathan Feiner, etc., qui continuent d'acheter, en fait, je vais être peut-être assez sévère. La peur, c'est laquelle? Voilà. C'est l'enlisement ou c'est de se retrouver face à l'ennemi russe? C'est de se retrouver effectivement à un moment dans une forme de confrontation qu'ils ont peur en quelque sorte d'assumer. Et je pense que c'est ça la vraie réalité. Et qu'ils ne sont pas dans une stratégie. Nous voulons une victoire totale de l'Ukraine et donc une défaite effectivement de la Russie sur le champ de bataille en Ukraine. Nous restons à mi-chemin. Mais ce n'est pas une stratégie nouvelle. Et je pense que la peur des Ukrainiens, moi je l'ai vu, j'étais en Ukraine il y a juste un mois, quand je discute avec un certain nombre d'officiels ukrainiens, ils étaient extrêmement sévères parce que c'était à ce moment-là qu'était tombée, vous savez, la nouvelle selon laquelle la Maison-Blanche ne voulait pas que les Ukrainiens attaquent les raffineries situés dans le territoire russe, mais ce sont les Américains qui ont porté vraiment le blâme. On disait, mais est-ce que ce sont vraiment, et il ne parlait pas du blocage, il ne parlait pas de Mike Johnson à l'époque ou des autres, est-ce que ce ne sont pas finalement le principal obstacle à notre guerre, finalement, contre les Russes? Olivier Weber, c'est vrai, ça relève presque de l'absurde, mais comment est-ce que Zelensky... Il sait que les Américains ne veulent pas aller au bout. Il sait que les Américains ne veulent pas forcément, effectivement, la victoire ukrainienne sur les Russes, qu'à un moment donné, il faudra négocier. Ou est-ce qu'il croit encore qu'il en aura plus de l'aide militaire? Je crois qu'il est conscient des limites de l'exercice au niveau humain, au niveau compassionnel aussi, l'aide, on va dire, diplomatique, militaire et financière des pays occidentaux et des États-Unis. Et puis, bien sûr, ce problème dans la population dont j'en parlais tout à l'heure. Alors, en même temps, on est sur le fil du rasoir. Ce que font les Américains, c'est empêcher les Ukrainiens de perdre. Mais en même temps, c'est un peu risqué. Donc ça serait la stratégie des Américains. Voilà, absolument. Empêcher les Ukrainiens de perdre. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la gagner d'une part. Et puis deuxièmement, le temps qu'on livre des armes, etc., ça peut se faire avec un temps de latence assez long, en tout cas militairement parlant, pour les Ukrainiens, comme ils le demandent. Après, j'en reviens à ce qui s'est passé pour Mike Johnson, même si c'est une sorte d'imprimature de la part de Trump. Il s'est fait laisser convaincre, il y a un grand papier d'une grande enquête du New York Times ce week-end là-dessus. Il s'est laissé convaincre par William Burns, qui est le chef de la CIA, dans le bureau ovale de Biden. Et qu'a dit Burns, le chef de la CIA? Il a dit, si on ne livre pas ces armements, l'Ukraine perd la guerre. Donc, je crois que personne ne veut porter la responsabilité de cette perte, de cette défaite. Mais Zelensky, il a conscience quelque part qu'il faudra négocier, mais pas dans n'importe quelle condition. L'histoire, la pire des choses pour lui, évidemment, ça serait une Alsace-Lorraine, donc un front gelé, mais en même temps, peut-être que le front va se stabiliser à peu près sur ce qu'il est aujourd'hui, donc 17-18% du territoire occupé, c'est possible, et qu'il faudra sans doute négocier un jour ou l'autre. Général Desportes, est-ce que justement ce front pourrait être un peu plus favorable aux Ukrainiens? C'est ça l'objectif aujourd'hui? Alors, d'une part, ce qui vient avant des négociations, c'est que toutes les guerres se terminent par une négociation, sauf s'il y a une victoire absolue, et il n'y aura pas de victoire absolue. Donc, il y aura une négociation, mais on négocie toujours. Les Américains ont négocié avec les Coréens, du Nord, avec les Vietnamiens, avec les Irakiens, avec les Afghans, et pas de belle manière. Ils ont abandonné le Vietnam après 58 000 morts, les Américains. N'oublions pas ces choses-là. Nous avons nous-mêmes négocié avec le FLN. La Grande-Bretagne a négocié avec l'Irak. Donc, il y aura une négociation. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est pas de se dire il n'y en aura pas. Et je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux une bonne négociation qu'une mauvaise guerre. Et donc, la question est, quelles sont les conditions à créer pour que cette négociation ne soit pas fortement préjudiciable à l'Ukraine d'autre part et à l'Occident d'autre part? C'est ça la question. Et le problème des Américains, vous l'avez dit, c'est qu'ils sont bons pour dire ce qu'ils ne veulent pas, ils sont mauvais pour dire ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce qui se passe en Israël et en Ukraine. Et donc, ils perdent leur crédibilité. Moi, je suis professeur de stratégie. La stratégie, ça se base sur quelque chose de positif. Il n'y a pas de stratégie sur un objectif négatif. Depuis le début de cette guerre, il n'y a que des objectifs négatifs. Donc, un jour, rapidement, j'espère, il faudra que les Européens, et j'espère les Occidentaux, se mettent d'accord sur une finalité de cette guerre, de manière à pouvoir enfin construire ensemble une stratégie qui n'existe pas depuis le 24 février 2022. Alors pour l'instant, on ne parle pas vraiment encore de négociations au sein de l'Europe, de l'Union européenne, mais d'aide peut-être militaire supplémentaire à l'Ukraine. C'est ce que demande en tout cas Volodymyr Zelensky. C'est ce qui est discuté en ce moment donc, au sommet du Luxembourg. Vous avez les chefs de la diplomatie européenne qui se sont retrouvés. Justement, Sylvie Bermann, manifestement, les discussions, elles tournent autour d'aide
militaires supplémentaires, en l'occurrence peut-être des S-300, d'après ce que je lis, ou encore des Patriotes. Et manifestement, il y aurait peut-être une pression qu'on ferait sur l'Espagne et la Grèce, qui en fait devraient livrer peut-être plus de matériel militaire à l'Ukraine. Oui, parce qu'à ma connaissance, c'est des pays qui ont des patriotes et l'Allemagne vient d'en livrer et a appelé les autres pays à en livrer également. Cela dit, je ne sais pas en ce qui concerne les Français et les Italiens, parce qu'il y a le système Mamba qui est l'équivalent. Les Européens, c'est en discussion. Pardon. C'est aussi en discussion. Je ne crois pas qu'on ait trop envie, le général nous le dira. Mais en réalité, les Européens sont très conscients que c'est probablement la dernière aide américaine à l'Ukraine et que si Donald Trump arrive au pouvoir, les choses vont changer et que les Européens, pour une fois, devront essayer de se prendre en charge et de régler les affaires européennes. D'ailleurs, Donald Trump les a engagés à le faire en disant « bougez-vous les Européens ». Donc c'est la raison de cette réunion et puis aussi parce que l'aide américaine ne sera pas suffisante et qu'il y a une demande très forte des Ukrainiens justement pour les défenses antiaériennes. Mais c'est vrai que beaucoup de pays qui en disposent ne veulent pas les livrer à l'Ukraine. Et pourquoi ? Parce qu'en même temps, on parle de réarmement. Et on ne peut pas parler de réarmement et en même temps fournir le matériel dont on dispose, qui est très limité, en particulier en France. Ce qu'on dit pour les chars qui ont été envoyés, c'est qu'en réalité, ils ne fonctionnent plus. Il faut les réparer pour pouvoir aujourd'hui les utiliser. Donc la situation est effectivement grave et les Européens ont un rôle à jouer. Et en même temps, ils sont assez réticents. Réticents et puis ils ont des moyens peut-être limités. Et ils ont des moyens limités, absolument, mais ça, le général peut en parler en interne. Mais les Américains, ils ont une stratégie. Leur priorité, c'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une distraction. Leur priorité, c'est la Chine. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient en ce qui concerne l'Ukraine ? D'abord, au début, ils pensaient que l'Ukraine allait perdre. Ensuite, quand ils ont vu que l'Ukraine résistait, ils ont aidé l'Ukraine. Mais au fil du temps, ils ont aidé l'Ukraine pour que l'Ukraine soit en position de force dans des négociations avec la Russie. Et d'ailleurs, même Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui est quand même très lié aux Américains, a tenu le même discours. Nicolas Tenzer. Alors moi, je pense qu'il y a d'abord plusieurs considérations à avoir. D'abord, effectivement, c'est nous, démocratie, qui allons déterminer le sort futur de l'Ukraine. Je veux dire, ce ne sont pas les Ukrainiens. Nous, vous dites nous, Européens et Américains. C'est-à-dire les démocraties, dans lesquelles je mets bien sûr les pays de l'Alliance Atlantique, les pays de l'OTAN, dans lesquels je rajouterais d'ailleurs des alliés de fait, comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, qui aident également et qui sont du côté des démocraties. Et c'est nous qui allons définir effectivement ce que nous voulons et que nous devons le faire et que nous ne faisons pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ça que moi je m'oppose toujours depuis le début de cette guerre, mais même depuis 2014, à ce qu'on parle, qu'on évoque l'idée de négociation et d'accord de paix. Les négociations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accepte que l'agresseur soit récompensé, et ça veut dire qu'on se prépare, et ça il faut y réfléchir, à ce que nous, Européens, nous ayons dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je n'en sais rien, à nouveau une offensive de Poutine, cette fois-ci bien sûr contre l'Ukraine d'abord, contre nous, contre la Moldavie. Et je veux dire que parler aujourd'hui de négociation, c'est une attitude irresponsable. Donc ça veut dire parler quand de négociation, Nicolas Tenzer ? Pour moi, il n'y a pas de négociation. Il y a un seul objectif sérieux, alors je ne dis pas que nous l'ayons ou que nous allons l'avoir, ça c'est encore autre chose, qui est effectivement la défaite militaire de la Russie. Il n'y a pas d'autre chose. Donc vous croyez encore en la défaite militaire de la Russie ? Si nous sommes responsables, sinon les conséquences, y compris par rapport à ce qui était très justement dit par le général Desportes ou par Sylvie Bernard à propos de la Chine, je dirais quelle crédibilité nous allons avoir par rapport à Taïwan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la victoire de l'Ukraine sur la Russie ? Je veux dire, il y a un moment, effectivement, je termine juste rapidement là-dessus, il faut être totalement sérieux. Est-ce que ça veut dire que nous allons accepter, parce que la négociation c'est ça, que des territoires, même une petite partie, restent occupés par les Russes, avec des enfants déportés à nouveau en Russie, des tortures, des exécutions sommaires. C'est-à-dire que nous allons donner un chèque à M. Poutine pour qu'il continue à commettre ses crimes. Est-ce que nous le voulons ? Dans ce cas, il faut le dire comme ça. Votre réaction, Olivier Weber ?
Oui, je dirais d'abord que la paix, c'est l'expression d'un rapport de force. Ça vient du terrain, effectivement. Et si Zelensky a parlé de paix indispensable, évidemment, c'est sous certaines conditions. Mais je pense qu'en son fort intérieur, pour l'avoir parlé avec quelques dirigeants ukrainiens, la Crimée, par exemple, et évidemment, ce n'est pas ma position, mais ils savent que, de manière réaliste, la Crimée, ça sera difficile à reconquérir, ne serait-ce que pour les raisons militaires. C'est un malgré les assauts sur le pont de Kerch, malgré... Absolument, mais les Ukrainiens peuvent très bien démolir avec les attaques MS le pont de Kerch et interdire d'accès, même par la route de Melitopol, Mariupol, donc qui ravitaille justement les bases de Sébastopol, Simferopol, et Jankoï, etc. Mais il y a un point de vue réaliste qui se dit la Crimée, c'est quelques dizaines de kilomètres de frontières terrestres, donc c'est très difficile à attaquer de manière terrestre par les Ukrainiens. De manière amphibie ou navale, c'est absolument impossible. Donc il y aura sûrement une réflexion à faire. Après, il y a le point de vue de la population ukrainienne. Vous parliez de Kharkiv, on a vu des images tout à l'heure. Moi, j'y étais donc au début de l'hiver et au début de la guerre également, où au début de la guerre, la ville était encerclée de tirs par les Russes. Les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes jusqu'à la frontière de Belgorod à 30 km. Aujourd'hui, ils ne savent pas. Il y a à peu près 1 million, 1,1 million d'habitants sur une population initiale d'1,4. Il reste pour l'instant, c'est très précaire, c'est une ville qui est bombardée, Odessa est bombardée également. Alors j'en reviens simplement à la couverture antiaérienne, il n'y a pas de patriotes, il y a des patriotes sur Kiev, la capitale qui est très bien défendue, Odessa il n'y en a pas, Kharkiv il n'y en a pas non plus, donc ils se défendent comme ils peuvent, même avec de l'ancien matériel donc S-300 russe, mais ça fait des dégâts parce que ça retombe quelquefois sur les villes. Et ce que je veux dire, c'est que certains Ukrainiens veulent non pas la fin de la guerre, mais se disent à un moment, il faudra bien arrêter d'envoyer nos enfants ou nos pères ou nos frères au casse-pipe, etc. Donc voilà, et c'est pas un propos défaitiste. Hein. Moi, je pense qu'il faut absolument, comme disait Nicolas à l'instant, aller jusqu'au bout en fait, parce que c'est une demande de victoire pour la démocratie, pour les libertés. Effectivement, on ne pourra pas freiner Poutine, qui n'a dans sa tête mentalement que, comme principe, on va dire, de gouvernance, que le besoin de la guerre et de destruction. Mais en tout cas, les Ukrainiens s'opposent à un point de vue réaliste aujourd'hui pour les années qui vont venir. Alors sur la sécurité européenne, la Pologne, on l'apprend aujourd'hui, serait prête à accueillir des armes nucléaires sur son territoire. En tout cas, cette question d'un déploiement de potentielles armes nucléaires en Pologne fait l'objet de discussions entre la Pologne et les États-Unis. Ça, c'est le président polonais qui le dit, Duda, qui se trouve au Canada en ce moment. Général Desportes, ça serait possible, ça, effectivement, qu'il y ait un déploiement d'armes nucléaires américaines en Pologne parce que, justement, les Polonais craignent la militarisation de Kaliningrad? Bon, alors, tout est possible, mais il faut bien comprendre que si cela se faisait, ça ne serait qu'une opération psychologique, une démonstration. C'est-à-dire qu'une arme nucléaire en Pologne est moins utile que si elle est dans l'océan Atlantique, dans un sous-marin français, parce qu'elle est en danger. Les armes nucléaires, nos armes nucléaires, ne sont pas des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire faites pour la bataille, elles sont de nature stratégique. Donc l'arme nucléaire française protège aussi bien la Pologne depuis l'Atlantique qu'avec des armes américaines dont le bouton rouge serait d'ailleurs à Washington et on ne sait pas très bien qui appuierait dessus. Voilà. Donc, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Il s'agit d'une réponse peut-être à ce qui s'est fait en Biélorussie. Mais là, on est parce qu'il y a donc un transfert des armes nucléaires russes en Biélorussie. Très bien, mais ce qui ne change rien à la posture nucléaire russe, ce qui ne change rien à l'équilibre des forces. Ça s'appelle une gesticulation qui n'a pas d'impact Mais pourquoi les Polonais la font-elles alors, Général Desportes? On va écouter d'ailleurs, je vais vous faire réagir, il y a la réponse donc, du porte-parole du Kremlin. L'armée évaluera bien sûr la situation si ces plans sont mis en œuvre. Ils analyseront la situation. En tout état de cause, ils feront tout ce qui est nécessaire, toutes les démarches réciproques pour assurer notre sécurité. C'est bien pour créer un rapport de force. Je ne sais pas, une arme nucléaire en Pologne, elle peut être détruite facilement par l'aviation russe volant au-dessus de la Biélorussie, si vous voulez. Une arme nucléaire est en danger à partir du moment où elle est en Pologne. Donc moi je crois qu'on est dans de la gesticulation. Alors que M. Peskov réagisse, ça fait partie de la communication. Mais tout ça, si vous voulez, c'est pas extrêmement important. Ce qui est véritablement... ça a un effet d'annonce tout de même, parce que le nucléaire, ce n'est pas rien. Oui, Madame l'ambassadeur, non, c'est un effet d'annonce, mais au-delà de ça, moi je crois que ça n'a aucune signification. Non, mais en plus, ce n'est pas une position unanime de la Pologne, puisque le Premier ministre Tusk, qui lui est un Européen,
a dit que ça devait être discuté et non pas demandé comme cela. Et c'est vrai que bon, ça n'a pas beaucoup de conséquences s'il y a effectivement ces armes en Pologne, sauf que à nouveau, ça alimente la propagande russe en disant, bah voyez, on est encerclé, l'OTAN met des armes nucléaires à nos frontières et donc c'est plutôt contre-productif. C'est plutôt contre-productif. Olivier Hébert. Oui, entièrement d'accord, il y a beaucoup de gesticulations. J'étais en Pologne il y a quelques temps, donc le mois dernier, d'ailleurs, les Polonais sont très très inquiets. Si on voit une carte, bon, évidemment, il y a le front ukrainien. À l'est, il y a la Biélorussie, donc allié total et inféodé à Moscou. Et puis au nord, le Kaliningrad. Pardon ? Ils sont très inquiets. Ils sont très inquiets. Au nord, il y a l'oblast de Kaliningrad, ancien Königsberg de Kant d'ailleurs. Et on sait qu'il y a les Iskander, il y a des missiles porteurs, vecteurs éventuellement nucléaires, mais ça peut aller très loin. Et donc, Duda ne s'entend pas avec Tusk, effectivement, le Premier ministre, il n'a pas tenu au courant. Donc c'est aussi un geste de politique intérieure pour rassurer la population. Il a vu Trump également, ils vont peut-être discuter aussi de certaines choses. Mais donc voilà, je pense que c'est beaucoup aussi d'effet de manche par rapport au peuple polonais qu'il fallait rassurer. Nicolas Tenzer. Oui, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit là-dessus. Je pense que ça n'apporte vraiment rien de spécifique. Je ne pense pas non plus que ça alimente la propagande russe, elle existe de toute manière, et le mythe de l'encerclement de l'OTAN, il existera toujours. En revanche, le vrai sujet, d'ailleurs en termes de défense, je dirais, de la Pologne ou des États baltes ou de la République tchèque, le vrai sujet, c'est le sujet de nos forces conventionnelles à nous, et notamment européens. Si un jour on avait une attaque contre ces pays, qu'est-ce que nous ferions sur le plan conventionnel ? Est-ce qu'on aurait la capacité conventionnelle, admettons qu'il n'y ait plus les Américains derrière, qu'il n'y ait plus, parce qu'on a un Trump à la Maison-Blanche par exemple, qu'est-ce que nous sommes capables de défendre ces pays ou pas ? Je pense que c'est ça le sujet. Non, mais la réponse est claire, nous ne pouvons pas. C'est-à-dire que les Américains ont organisé notre dépendance opérationnelle en conservant par devers eux des capacités qui nous manqueraient. Et donc, quand je dis qu'on doit européaniser le plus vite possible la défense de l'Europe, c'est tout à fait évident. C'était aussi un choix des Européens, finalement. C'était facile d'avoir le parapluie américain. C'est un abandon de liberté de la part des Européens. C'est pour ça que l'OTAN, moi je ne suis pas contre l'OTAN, mais l'OTAN doit devenir une alliance entre deux grandes puissances. L'une est l'Amérique et l'autre est l'Europe. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas. Il y a encore du chemin à faire. Alors, il y a beaucoup de chemin, mais il faut le faire très vite. Un mot sur Olaf Scholz, qui était en Chine la semaine dernière et dirigeant justement Olaf Scholz et Xi Jinping qui sont tombés d'accord pour soutenir l'organisation d'une conférence de la paix pour l'Ukraine qui devrait avoir lieu en Suisse. Sylvie Bermann, sur quoi ? Parce que c'est quand même intéressant de voir que l'Allemagne et la Chine là-dessus sont sur la même longueur d'onde, que Olaf Scholz commence à parler proposition de paix avec Xi Jinping. Alors Xi Jinping, la Chine est l'allié très clair de la Russie. Alors, elle n'est pas l'alliée. Elle n'abandonne pas la Russie, mais il n'y a pas d'alliance entre les deux pays. Il n'y a pas d'alliance La officielle. Chine ne veut plus d'alliance. Elle a connu l'alliance sino-soviétique. Un allié et c'est officieux, alors même pas. C'est un partenaire et qu'elle soutient simplement parce qu'ils ont un ennemi commun. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, et c'est les États-Unis. Alors, la Chine n'a pas totalement soutenu. Elle a dit qu'il restait beaucoup de problèmes à régler avant de tenir cette conférence. Et effectivement, ça a été après l'annonce du chancelier Scholz qui est peut-être allé un petit peu trop vite en besogne. Ce qu'il y a, c'est que les Ukrainiens ne sont jamais opposés à la position chinoise sur l'Ukraine. Bien évidemment, ce n'est pas la leur. Mais même quand il y a eu le plan en 12 points, qui n'était pas un vrai plan de paix, puisqu'il ne demandait pas le retrait inconditionnel des troupes, Zelensky a dit on invite la Chine à venir. Enfin, il ménage la Chine parce qu'il sait qu'elle peut jouer un rôle important, non pas parce qu'elle va faire changer d'avis Vladimir Poutine, mais parce que effectivement, si il y a une opportunité, il pourra jouer un rôle vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et puis, on se souvient de la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui a été orchestrée par la Chine, ce qui montre qu'elle a un poids diplomatique de plus en plus important. Nicolas Tenzer, un poids diplomatique important de la Chine et puis aussi une volonté d'Olaf Scholz, peut-être, oui, il était surtout venu, j'ai quand même l'impression, surtout pour ses industriels. Je pense que c'était l'objectif premier de sa visite, parce que concrètement, alors on peut garder une sorte de façade de relations comme ça avec la Chine. On sait par exemple que Stéphane Séjourné s'était rendu d'ailleurs à Pékin, chef de la diplomatie française, récemment, effectivement, pour dire voilà, on va demander à la Chine d'user de son influence. Tout ça ne veut
veut absolument rien dire. On voit très bien ce que le secrétaire d'État américain Blinken a dit encore il y a quelques jours sur l'ensemble, je dirais, des armements ou des composants qui étaient donnés par la Chine à la Russie. Donc là, on est vraiment dans une espèce de fiction, à mon avis, diplomatique. La Russie, je dirais, est peut-être dans la main de la Chine, mais la Chine n'a aucune envie de peser aujourd'hui sur Moscou pour l'amener à une quelconque paix. Olivier Weber. Oui, il y a aussi le poids économique. D'abord, évidemment, entre l'Allemagne et la Chine, il y a quand même des relations économiques assez fortes, sinon de dépendance. Mais là, il parle de diplomatie. Alors, oui, alors sur la diplomatie et le reste, c'est vrai aussi que Zelensky a intérêt à ménager la Chine. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la Chine est assez sensible, on va dire, à d'éventuelles sanctions internationales s'il y avait donc vérification, donc preuve à l'appui de livraison d'armes chinoises à la Russie. Même si ça se passe comme ça aujourd'hui, en tout cas, il y a quand même cette peur ou cette appréhension de la part de la Chine. Je parle sous le contrôle de Madame l'ambassadeur Sylvie qui est en poste là-bas. Après, oui, la Chine peut jouer un rôle aussi sur d'éventuelles négociations. Alors, vous disiez effectivement que le plan 12 points ne tenait pas la route, évidemment, mais... Ça va être quoi, ces négociations en Suisse, on peut sortir aussi d'autres atouts, en fait, de sa manche. Hein. Donc, je pense que c'est aussi une phase d'approche, une phase d'équilibrage avec la Suisse, même si ça ne donne rien, en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine d'essayer en Suisse il faut cette fameuse parler. conférence de paix. Vous savez, les conférences de paix durent toujours longtemps, 4 ans entre le Vietnam et les États-Unis, etc. Ce qui ne veut pas dire arrêter la guerre. Les Américains n'ont jamais autant bombardé le Vietnam du Nord que pendant les négociations avec le Vietnam. Mais à un moment donné, il faut parler, établir... Donc là, le mois de juin, il me semble que c'est au mois de juin, c'est la bonne fenêtre juste avant l'offensive russe. Mais plus tôt on part, plus tôt on crée des choses, plus tôt on peut avancer. Sinon, on se condamne à la guerre. Ben non, il y a un moment donné, il faut parler et ne pas attendre d'avoir confiance. Si on faisait confiance avec les gens avec qui on négocie, on négocierait jamais. On commence dans la méfiance et puis petit à petit, on crée des choses. Là, Madame l'ambassadeur, c'est votre métier, ça n'est pas le mien. Mais je crois qu'on ne perd jamais son temps à parler et peut-être à bombarder en même temps. Mais en tout cas, il faut ouvrir des canaux. Ça pourrait mener quelque part ces négociations au mois de juin. En juin, je ne crois pas, puisque de toute façon, la Russie n'est pas invitée. Et si on veut négocier, il faut négocier avec son adversaire. Pas avec ses amis, même si la Chine, parfois, oui, si elle participe, on démarre des conférences sans les protagonistes principaux. Ça, c'est possible, mais il ne sortira rien de cette conférence. Mais effectivement, donc pourquoi ça peut amorcer les choses. Mais parce qu'effectivement, il y a une lassitude de la guerre partout. Il y en a une en Ukraine, comme ça a été dit par Olivier Weber. Mais il y en a dans beaucoup de pays. Je veux dire, quand le pape fait des propositions de paix, quand l'Union africaine fait des propositions de paix, quand le Brésil en fait, je pense que c'est parce que la guerre est quelque chose de choquant. Alors évidemment, c'est la responsabilité de Vladimir Poutine, c'est une guerre d'agression avec des crimes de guerre. Mais il y a un moment où effectivement, on commence automatiquement à parler de paix parce que, in fine, il y aura une négociation. Nicolas Tenzer. Alors, à la fois, on peut reprendre le vieux proverbe sahélien « mieux vaut un arbre à palabre que pas d'arbre du tout ». Ça, effectivement, donc on peut toujours parler, probablement pas avec la Russie, parce que je pense que le niveau de crime et la radicalité du mal de la Russie de Poutine est trop importante, mais discuter à part ça, on peut. En revanche, il y a toujours un risque, c'est qu'à vouloir la paix, on ne prépare la guerre de demain. Et qu'une mauvaise paix, et je pense qu'il peut y avoir un risque de mauvaise paix avec la Russie, tel que certains l'entendent, ne prépare dans 3 ans ou dans 5 ans une nouvelle guerre. Merci Nicolas Tenzer d'avoir été avec nous, Sylvie Berman. Merci à vous, Général Desportes. Merci Olivier Weber. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. Et merci à tous en régie.